Bien le bonjour à tout le monde. Et je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que je vois concrètement que le groupe des personnes sensibilisées à la recherche de la vérité factuelle Non, il faut laisser carré. Okay. Donc, que le groupe des personnes intéressées à dégager la vérité et le groupe des personnes intéressées à revenir à l'état de droit, le groupe des personnes intéressées qui se rendent compte aujourd'hui que la haine ethnique et que les discours de haine ne rapportent rien et détruisent la nation congolaise, bien plus que toute autre chose. Et enfin que le groupe des personnes intéressées à arrêter les processus de prédation économique, ce groupe-là s'élargit de jour en jour et considérablement. Je suis heureux de saluer mon confrère, parce que l'objectif, j'allais dire presque l'objectif, mon objectif de vie, c'est que le relais revienne, c'est que tout se joue au Congo, qu'un jour les procès liés au Congo, qu'un jour les dossiers soient bien gérés au Congo, qu'un jour les personnes qui ont commis des infractions pénales soient jugées dans votre pays. Et que j'ai toujours été frappé dans la région des Grands Lacs, où vous avez des remarquables juristes qui sont un peu placés sous les ténoirs parce qu'il y a un contexte qui n'est pas facile pour eux, et que ces gens-là puissent revenir et remonter en puissance, que ce soit au Burundi, au Congo, au Katanga, ailleurs, pour redonner de l'amplitude et de la profondeur au travail qui est en cours. Je voudrais aussi resituer historiquement ce qui est en cours aujourd'hui. C'est quand même très intéressant de voir tout à coup, pour moi c'est quelque chose d'unique parce que c'est exactement le travail que nous faisons avec mes amis depuis plusieurs années. C'est de réapproprier par les Congolaises et les Congolais, par les Burundaises et les Burundais, par les Rwandaises et les Rwandais, leur propre histoire sur les faits. Quand j'ai été consulté pour la première fois, c'était la communauté Banyamulenge. Je l'ai été parce que j'avais mis au point une petite procédure visant à améliorer les régimes de preuve lorsque des crimes étaient commis. Et nous étions basés dans notre travail sur ce que j'appellerais des lanceurs d'alerte locaux. Donc pas les experts, pas les gens qui viennent de loin, mais les gens dans les villages, avec leurs petits téléphones portables qui essayaient de filmer les choses. Des personnes à qui on expliquait comment faire des petites fiches techniques avec l'identification, comment on détaillait les faits, quels étaient les auteurs, est-ce qu'il y avait des témoins, les circonstances de temps, de lieu. Et donc, ce travail n'a pas été réalisé de l'extérieur. Ça, je peux vous le dire sur notre collectif d'avocats, il a été réalisé de l'intérieur, par les gens sur place, avec des fiches techniques que nous avons mises au point pour essayer de passer du système du rapport organisation humanitaire, qui est un système qui dit les choses, mais on ne sait pas où sont les preuves, on ne sait pas ce qui se passe, à un système qui fasse que c'est incontournable et qu'on peut toujours retrouver
les preuves, les témoins et les faits. Ça, c'était le point de départ de la méthodologie que nous avons mise en place. Avec l'aide des habitants. Et nous avons créé un petit centre alerte. Et donc, je peux vous dire, tous les matins, Maître Désir ici le sait, tous les matins, on dépouille notre petit réseau d'alerte et puis on demande à des personnes de nous donner des fiches techniques, comme vous avez fait votre travail, de faire des fiches techniques, fait par fait, et nous-mêmes, après, nous essayons de contrôler la réalité de ces fiches. C'est-à-dire, on se dit, on est aussi perfectible, on peut aussi commettre des erreurs, on peut aussi être victime de manipulation de quelqu'un qui veut nous intoxiquer de l'extérieur. Et donc ces fiches ont été, avec le temps, améliorées, contrôlées pour produire une vérité incontournable. Et au fond, quand je repense à l'histoire, moi je commençais à intervenir à l'Est du Congo en 2017-2018. C'était d'abord la communauté des Banyamulenge, puis après ça a été les Tutsis du Nord Kivu, et puis à l'intervention de regretter Monseigneur Gabou et de membres de la communauté Emma, c'est les Emma qui sont venus frapper à la porte. En fait, c'est chaque. Alors, ça aussi, c'est quelque chose de très difficile à comprendre en Europe, aux États-Unis, où on a un fantasme sur une grosse manipulation, mais ce n'est pas vrai. C'est chaque communauté avec ses spécificités qui frappe à la porte. J'ai eu mes amis Banyamulenge, puis j'ai eu les Tutsis du Nord Kivu, puis ce sont nos amis Emma qui avaient leur propre histoire avec les Codeco et les difficultés, et M. Luboya, et puis ça a été c'est peu de choses au Kivu par rapport à la réalité dont nous souffrons au Katanga. Et donc chacune des communautés est venue frapper à la porte. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai des appels de Kinshasa qui sont encore différents, et qui concernent les pollutions. Vous avez vu les problèmes de pollution qui se posent, et la souffrance, la grande souffrance des pauvres de Kinshasa. Et donc c'est quand même très symptomatique de voir cela. Si je vous le dis, c'est parce que je crois que ce qui se passe à Kamanyola, ce qui s'est passé avec les réfugiés, il faut le réintroduire dans l'épaisseur de toute cette histoire. Il faut lui redonner toute son épaisseur pour comprendre d'où on vient, où on va. C'est un peu la même chose concernant ici, c'est le texte du projet de plainte que nous sommes en train de travailler pour préparer notre plainte concernant M. Ekenge. Tout à coup, on a des gens qui découvrent la plainte, qui disent mais il est fou ce type, M. Ekenge. Mais il n'est pas fou si vous regardez l'histoire. Il n'est pas fou si vous réinsérez ce qui s'est produit dans un continuum dont nous sommes les témoins et dont nous ne regardons pas la vérité complète. Parce que ce continuum, il vient d'où? D'abord, il vient de très loin, parce que tous les processus de racialisation et de haine de l'autre passent par la dégradation des femmes de l'autre communauté. Tous les discours racistes à partir du XVIIe, du XVIIIe animalisaient les femmes. Pensez aussi au pouvoir colonial, la façon avec laquelle il a traité la femme africaine. Et puis, quand nous avons eu le débat sur les événements à partir dans toute la région des Grands Lacs, cette ethnicisation, on a voulu créer une logique de hiérarchisation des membres des communautés noires dans la région par le pouvoir colonial. C'est passé aussi par une dégradation de l'ennemi. Et vous voyez, déjà dans les 10 commandements du Hutu, ça commence en disant « n'épousez pas la femme Tutsi ». C'est énorme comme phrase. N'épousez pas la femme Tutsi, pourquoi pas
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là de particulier? C'est un peu comme la femme juive ou comme la femme noire pour le blanc. Et donc, quand vous analysez le propos de M. Ekenge, remettez-le dans un contexte où il reprend de l'épaisseur. Et si M. Ekenge prend la parole, moi ça m'a fort marqué, il le fait dans un contexte où les discours de haine existent à grande échelle depuis des années. Le discours de haine s'est déployé dans la région des Grands Lacs et tout le monde se rappelle de l'ambiguïté. Je rappelle que l'ambassadeur de RDC aux Nations Unies s'est moqué des discours de haine quelques jours avant le propos de M. Ekenge. Donc quelqu'un, au moment où ce pays extraordinaire qu'est le Congo reçoit cette fonction et cette responsabilité incroyable de participer au Conseil de sécurité, celui qui représente son pays, sa nation, se moque du discours de haine, alors que la condamnation du discours de haine est inscrite et dans les accords de Doha et dans les accords de Washington. Et alors que on sait que c'est un mal endémique parce que on commence à tuer l'autre par la parole. La première étape de la mise à mort de l'autre, c'est par la parole, comme une petite goutte. Et ça met peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant la grande explosion. Et c'est pour ça que nous avons toujours tiré la sonnette d'alarme sur cela. Et que nous avons créé des fiches techniques spécifiques à ce sujet-là. Mais nous avons vu aussi quelque chose qui est à savoir et qui rejoint ce que vous avez dit. C'est-à-dire que en même temps que le discours de haine se propage, en même temps, les crimes contre l'humanité se propagent. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller la conscience des communautés internationales. Le discours de haine naît et en déshumanisant l'autre, en le chosifiant, en lui faisant... En fait, en le présentant comme l'ennemi, parce que ça aussi, ça participe à la haine, on en arrive à la sortie à se dire, finalement, c'est pas grave de tuer des gens qui sont pas tout à fait comme nous. C'est des cancrelats, c'est des chancres. Pour reprendre l'expression de M. Bitacuira, ce sont des gens qui sont comme des serpents cachés en dessous de nos lits. Des cafards. Des cafards. Et donc, un cafard, ça s'écrase du pied. Et quand on voit moi, je suis de très près ce qui s'est passé avec les FDLR. Quand on entend les témoignages de ces jeunes qui reviennent et qui commencent à retravailler sur la résilience, c'est incroyable la formation qu'ils ont reçue à la haine. En tout cas, ceux qu'on tue, c'est les Hutus traîtres et c'est les Tutsis qu'il faut éliminer au maximum pour libérer le Congo. Et tout ce discours-là, c'est un discours majoritaire. Et donc, quelque part, dans ce que nous vivons aujourd'hui, je pense que le discours de l'état de droit c'est de savoir si nous voulons un état de droit basé sur la valeur ou un état de droit basé sur la haine. L'état de droit basé sur la valeur nous apprend que quelle que soit la race, quelle que soit l'origine ethnique, quel que soit le village où l'on vit, l'être humain a de la valeur. Je sais que parfois on m'attribue l'image d'un homme tamponné pro-Rwanda ou pro-Tutsi. Les gens ignorent quelque chose, c'est que c'est un Hutu qui m'a formé.
Le monsieur qui m'a appris l'amour de l'autre en Afrique est Hutu. Et je n'en ai aucune honte à le dire et à le porter. Et à dire que c'est lui qui a eu le courage de me dire, mais tu sais, c'est vrai, c'est eux, les Tutsis, qu'on marginalisait dans mon pays à partir des années 59, sur base d'un historique que l'on connaît. Et donc, moi, je pense, dans le récit que je voudrais vous proposer, c'est de vous dire que le combat que l'on mène, c'est un combat pour revenir en disant il y a des paroles criminelles qui justifient la sanction. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire du droit congolais parce que j'ai un confrère qui doit mieux connaître les choses que moi. Mais le droit congolais de l'époque de Mobutu a adopté des normes qui répriment la haine tribale. Donc il suffit de se référer à ces vieux textes de loi pour pouvoir ramener devant les cours et tribunaux les gens qui prononcent ces discours. Mais est-ce que vous savez qu'aucune de nos plaintes n'a été traitée à ce jour? Je vais y revenir parce que vous pouvez vous dire, alors, mais quelle est l'utilité de ces plaintes? Mais je vais y revenir après. Mais nous continuons à déposer nos plaintes. Une après l'autre. Pour M. Kenge, nous allons déposer la plainte. Et vous verrez, je l'ai mis, alors, il ne faut pas que je fasse d'erreur, voilà, bon, ça c'est tout l'historique, ça c'est les commandements, voilà, alors c'est quand même assez intéressant, vous voyez que dans les 10 commandements du Hutu en 1959, le premier, tout Hutu devrait savoir que toute femme Tutsi, peu importe qui elle est, travaille dans l'intérêt du groupe ethnique Tutsi. En conséquence, nous devons considérer comme traître chaque Hutu qui se marie avec une femme Tutsi, emploie une femme Tutsi comme concubine, emploie une femme Tutsi comme secrétaire. Donc ce discours condamné universellement depuis des décennies aux Nations Unies, c'est un discours banalisé aujourd'hui par M. Ekenge. Et il est banalisé. Bon, ici, j'ai cité, j'ai donné dans la plainte pour lui redonner de l'épaisseur. Et puis après, vous verrez, évidemment, ce qui est derrière ça, c'est que le propos relance ces discours, cet imaginaire de haine qui existe, comme l'antisémitisme relance la haine du juif, comme le discours sur l'homme blanc aux États-Unis relance la haine du... Mais qu'est-ce qu'on voit après? Et ça c'est intéressant, c'est les relais médiatiques. Parce que M. Ekenge part faire un séjour préventif, mais d'autres relaient dans les réseaux sociaux. Le général Sylvain a totalement raison. Nos arrière-grands-pères ont épousé des femmes tutsi rwandaises. Ces femmes ont amené leurs amants tutsi venus du Rwanda en le faisant passer pour des cousins. Voilà comme aujourd'hui nous avons des traîtres comme Bissimo et sa bande. Ils ont le sang tutsi rwandais qui les pousse à chaque fois de tuer les Congolais. Voilà un discours. Et il y en a des dizaines comme ça. Oui, on va voir la plainte aussi. La plainte, elle n'est pas terminée, hein. Je la communiquerai, je n'ai pas peur de la communiquer. Bon, alors ici je prévois. Oui, mais je suis convaincu qu'on fait un travail de qualité. Alors, ce qui est beaucoup plus encore important, c'est de voir quelque chose que l'on oublie, c'est qu'il y a une validation de cette haine qui fabrique le crime, y compris le crime de guerre. Parce qu'on parle du Burundi. Moi, j'ai été le conseil des populations civiles burundaises qui ont déposé plainte à la CPI suite aux répressions de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du combat sur le troisième mandat? On a ethnicisé
ce débat. Et les Imbonerakure chantaient des chansons, et nous avons ressorti les vidéos, des chansons dans lesquelles ils disaient il faut engrosser ces femmes, et puis les tuer. Donc il y a un phénomène d'idéologie dans lequel tout ça est validé, et c'est le pouvoir qui le valide. Les Imbonerakure ne sont pas nés par hasard au Burundi, au même titre que ces discours de haine ne sont pas nés par hasard en République démocratique du Congo, et ont connu et on a vu d'autres personnes qui se sont mises à parler à la RTNC, qui ont été à New York. Donc vous imaginez, au moment où M. Mouyaya, M. Tshisekedi se retrouvent à New York, ils reçoivent, avec photos à l'appui, diffusées sur les réseaux sociaux, des auteurs de discours de haine. Mais si je suis un militaire un peu soucieux de faire plaisir au pouvoir qui me promeut et qui m'amène un peu à manger, je vais en rajouter une louche, comme on dit dans mon village. Hein. Donc je vais augmenter la pression. Et qu'est-ce que je vis? Et ça, je voudrais vous en rendre conscient aussi. Vous savez que je suis intervenu sur la crise au Katanga. La crise au Katanga, c'est une crise de la prédation économique. Caractérisée, j'ai toujours dit, pour moi, Lubumbashi, Kolwezi, ça devrait être plus beau que Doha, Dubaï et Abu Dhabi. Il n'y a plus de richesse au Katanga que partout ailleurs. Et je vois des populations qui meurent de pollution dans des villages parce que les canalisations d'eau ne sont pas en ordre, que vous avez des gens qui exploitent les mines sans respecter les normes élémentaires en matière de pollution, et des populations qui crèvent, des travailleurs qui ne sont plus respectés. C'est les syndicats qui viennent frapper à ma porte. Et quelle est la réaction qui se fait? C'est une réaction en disant c'est les swahiliphones. Je reprends votre propos sur Lingala. Donc on recrée dans un débat économique et social lié à la corruption une articulation idéologique sur la haine de l'autre, en disant les swahiliphones contre les gens de l'Ouest. Ce n'est pas vrai. Le Congo est un et indivisible. C'est une patrie, c'est un peuple. Quelle est la forme, je dirais, politique qu'il va adopter? Ça dépend de la souveraineté populaire des Congolais. C'est pas à Bruxelles, ni à New York, ni nulle part ailleurs. C'est le peuple congolais, c'est même pas un gars. Je regarderai ça, je serai le plus heureux des hommes quand il y aura un apaisement qui se fait, et ce peuple qui va se construire dans le respect. C'est ça l'enjeu. Et que tout à coup, pour justifier le maintien d'un système de pouvoir et de rapport à l'argent, on utilise de nouveau la question ethnique, c'est très révélateur. Et vous voyez que c'est comme... Ce n'est pas un problème banal. Et quand vous voyez la question qui se passe pour Kamagnola, pour Minembwe, cet accès de fixation, la crise rwandaise a déversé toute cette idéologie de la haine sur l'est du Congo, avec des appuis à l'époque, notamment l'appui de la France, une communauté internationale qui rêvait de revenir et de reprendre du pouvoir, et donc qui ont alimenté ces gens, qui leur ont donné des moyens militaires, etc. Tout à coup, ces gens, parce que Tutsis, devenaient des étrangers au Congo. Et vous vous souvenez, enfin je ne sais pas à vous que je veux dire que le poison est né au cours de la conférence nationale souveraine, mais peu importe. Mais toute cette histoire, vous le voyez, c'est une histoire qui doit pouvoir être à un moment donné résolue. Et nous, notre collectif, et je suis content que mon confrère est là, notre
collectif ne cherche qu'une chose, c'est déposer ses plaintes et que justice soit faite. Alors on me dit, mais à quoi ça sert puisqu'il n'y a rien qui se passe? Alors je voudrais vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai, pour trois raisons qui me font espérer. 2 dans l'ordre juridique et une dans l'ordre humain. Et après, bon, malheureusement, je vais devoir, moi, me retirer parce que je dois partir à Paris. Okay. Mais j'ai 3 éléments de réflexion à vous soumettre. Le premier, très important, c'est qu'en faisant ce travail, je dis toujours à mes amis avocats et à mes amis avec lesquels je travaille, ce que nous construisons, c'est le mémorial de l'histoire. Nous rendons impossible la capacité de trafiquer l'histoire d'un peuple. Parce que nous avons, par exemple, déposé le dossier de plainte concernant la façon avec laquelle le cannibalisme est venu, qu'on a mangé des Banyamulenge, et nous avons tout déposé. Nous avons déposé le récit des faits, nous avons déposé le nom des auteurs, nous avons déposé les témoignages des témoins directs des faits. Moi, j'ai confiance que si ce n'est pas nous qui connaisserons cette histoire, vos enfants, un jour, la liront. Quoi qu'il arrive, un jour, ce qu'on est en train de construire, c'est le mémorial historique qui va bâtir la société de l'empathie, la société du respect de l'autre. Et l'être humain est compliqué, hein, donc c'est pas au vieux singe qu'on apprend mais, donc l'être humain est compliqué, les relations sont difficiles. Mais nous devons postuler dans l'ordre juridique et symbolique du droit un vivre ensemble basé sur le respect. Et toutes ces plaintes que nous avons déposées aujourd'hui, quoi qu'il arrive, la répression de 2015 au Burundi, la façon avec laquelle on a construit les Imbonerakure, le dossier est là. Et quand je vois un greffier à la Cour pénale internationale qui vient me dire « Maître Mayen, incroyable le boulot que vous avez fait », alors je me retourne vers tous mes amis burundais, je dis « Bon, on est en route. C'est vrai qu'on prend du temps, mais on est en route. » C'est la même chose au Congo. Donc, ces plaintes sont le mémorial historique incontournable. Et aucun pouvoir, aucun homme de répression ne pourra toucher à ça. Et la deuxième chose, c'est que la plupart de ces crimes, comme disait notre confrère, sont des crimes imprescriptibles. Parce que dès que vous dérogez aux conditions, que par exemple vous attaquez une communauté parce qu'elle est communauté. Bon, aujourd'hui, on en parlait avant ma conférence de presse, de la répression intervenant sur cette communauté de Katangais qui manifeste et qui essaye d'organiser une résistance civile. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Et ils ont juste leur capacité de manifester, de se réunir entre eux. Mais je peux vous dire une réalité. Je suis prétentieux peut-être. Moi, je vous dis, 90% de la population katangaise suit notre plainte et suit notre combat. Parce que les gens ont besoin de justice. Et qu'un jour, il faudra rendre des comptes sur cette incroyable prédation qui s'est faite et puis sur la répression qui l'a accompagnée. Donc, je crois qu'on construit un mémorial et on sait que le temps passant, quoi qu'il arrive, joue pour qu'à terme la justice se fasse. Et pour que justice se fasse, il faut que ce soit un pouvoir qui émerge à Kinshasa, ou que ce soit un pouvoir qui émerge à Goma, excusez-moi de vous le dire, je m'en fous. Pour autant que ce soit un pouvoir juste. Pour autant que la justice soit rendue aux victimes. Que vous ayez des procureurs qui enquêtent en toute indépendance. Que vous ayez des jeunes juristes, des jeunes enquêteurs de police qui fassent un travail incontournable.
et que les auteurs des crimes soient devant la justice. Et aujourd'hui, dans la chaîne de commandement, je pense qu'on commence à remonter très haut. Et que ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri doivent commencer à trembler. Parce que nous, en tout cas, on commence à ramasser les preuves qui remontent dans la chaîne de commandement au plus haut niveau dans l'appareil d'État congolais. Et c'est la raison pour laquelle, au plan juridique, il ne faut pas avoir peur, et c'est peut-être la raison pour laquelle on commence à manifester un peu plus que prévu pour nous empêcher de parler. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler. Et je termine en vous disant, vous savez, je me suis retrouvé il y a quelques semaines, près à Gisenyi, dans la maison de monsieur qui était mon mentor, dont le grand-père est originaire de Djomba, qui a vécu à Gisenyi. Bon, ça, c'est la vérité. Si vous allez dans le Bas-Congo, vous avez les mêmes réalités. Si vous allez dans l'Ituri, vous avez les mêmes réalités. Les frontières ont été fabriquées par l'Occident, on le sait tous. Et la question, c'est vivre avec, et bien vivre avec, et pas mal vivre avec, parce que c'est ça qui est en jeu. Et j'étais là, assis, avec ce vieux monsieur qui a plus de 85 ans maintenant, et il y avait quelques jeunes qui étaient venus nous saluer, et tout à coup, on discute, et j'ai un de mes amis qui me donne un petit coup de coude et qui me dit « Regarde bien ceux qui sont autour de toi, les jeunes. » Je dis « Ah bon ?» Et en fait, d'un côté, j'avais 3-4 jeunes réfugiés, anciens réfugiés congolais, qui avaient vécu au Rwanda, Tutsi. Et de l'autre côté, j'avais des anciens FDLR qui avaient renoncé aux armes, et tout le monde discutait calmement. Et tu es de quel village? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as été dans cette direction-là? Pourquoi tu n'as pas été dans cette direction-là? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est la sagesse africaine. Et donc nous allons lutter pour la justice, je vous le promets, et nous n'allons rien lâcher jusqu'au bout. Et nous allons aussi lutter pour que l'âme africaine retrouve la terre de vos ancêtres et que cette capacité de vivre ensemble, on la retrouve, parce que c'est ça l'avenir et rien d'autre. Merci.